رأي الصحفي البلجيكي ميشيل كولان. Allô? Oui. Oui. Bonjour Monsieur Collant. Vous m'entendez bien là? Oui, je vous entends. Merci. Donc je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention de Monsieur Lévy. J'en ai entendu des passages, oui. D'accord. Donc vous faites partie des gens qui sont contre, des personnes contre l'intervention internationale en Libye. Et dans une émission, une intervention qui a été fort remarquée sur une chaîne française, vous disiez que toutes les guerres sont précédées par un média mensonge et que cette guerre en Libye en fait peut-être partie. Si vous pouvez nous expliquer le média mensonge par rapport à l'intervention en Libye. Je pense qu'en effet, chaque fois que les États-Unis, la France ou des gouvernements comme ça veulent convaincre l'opinion publique qu'une guerre est juste, il y a effectivement ce que j'appelle une guerre de l'information, une guerre de propagande et des médias mensonges. Je voudrais, avant de venir au cas de la Libye, rappeler que les États-Unis ont bombardé depuis la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont bombardé à 27 reprises un pays. 27, vous imaginez? 27 fois depuis 1945, un pays a été bombardé par les États-Unis avec des conséquences catastrophiques, comme le Vietnam où j'étais il y a quelques mois, et où les États-Unis ont bombardé avec des armes chimiques, et vous avez encore des enfants qui naissent, des monstres qui naissent, et les États-Unis n'ont pas payé $1 d'indemnisation pour ça. Donc chaque guerre est accompagnée d'un média mensonge. Évidemment, quand on est au moment même, c'est difficile parce qu'on nous cache plein de choses et on apprend la vérité en retard, mais il faudrait quand même se demander si les États-Unis qui nous ont menti sur l'Irak, l'Afghanistan, le Vietnam et absolument toute leur guerre d'agression, cette fois-ci, tout d'un coup, ils laisseraient les médias nous dire la vérité. Alors à propos de la Libye, je pense qu'il faut être très prudent et n'étant pas sur place et étant soumis comme vous tous à une information qui est très fort à sens unique, je pense qu'il faut être prudent et qu'il faut dire deux choses. La première, on nous a dit en boucle que Kadhafi avait, je précise que je n'ai pas de sympathie pour lui, ce n'est pas le type de dirigeant que je souhaite pour des pays arabes. J'espère que les Libyens trouveront beaucoup mieux qu'un Kadhafi pour les diriger, mais je crains que ce que les États-Unis vont leur imposer à la place, ça sera encore pire, si possible. Et donc, sur la question où on nous a dit Kadhafi bombarde les civils et il y a 6000 morts, eh bien, en tant que journaliste et canaliste des médias, je ferai 2-3 réflexions. Kadhafi n'est certainement pas un tendre, il y a certainement eu une répression, mais la personne qui nous dit, voilà, il y a 6000 morts, précisément, hein, pas 5005 ou 6005, non 6000, c'est très suspect, parce que dans une situation de guerre civile comme celle-là, comment pouvez-vous savoir avec précision combien il y a de morts? Je rappelle qu'au moment de Timișoara en 1989, on nous a dit, voilà, le gouvernement roumain massacre les civils, il y a 4932 victimes, on a vu les corps, regardez, ils sont là. Et en fait, on avait tout juste 19 corps qui avaient été, qu'on avait été cherchés dans une morgue, c'était des morts qui n'avaient rien à voir avec des violences. Et donc, c'était une mise en scène. Je crois qu'il faut faire attention à ça, d'autant plus que quand vous regardez un peu, quand les événements ont commencé, qui a déclaré qu'il y avait 6000 morts? C'est un monsieur qui s'appelle Ali Zeidan, qui se présente comme membre de la Ligue libyenne des droits de l'homme. Très bien. Mais vous savez, c'est aussi le porte-parole des insurgés, des opposants, le CNT, reconnu par la France. Justement. Donc, ce monsieur, il est juge et parti. Est-ce qu'il est digne de confiance ou bien est-ce qu'on doit un peu recouper? C'est une première question. Et puis, vous regardez ensuite les déclarations de ce monsieur Ali Zeidan en tant que porte-parole du CNT, et il dit que, quant au pétrole, les contrats signés seront respectés, mais qu'un futur pouvoir prendra en considération les nations qui nous ont aidés.
là déjà, lui, il est en train de nous dire que c'est bel et bien une guerre pour le pétrole, contrairement à ce que M. Bernard-Henri Lévy a essayé de vous faire croire là il y a 2 minutes. Alors je pense qu'il faut être prudent, et évidemment, bon, à supposer qu'il y ait eu un massacre, même s'il n'a pas la même ampleur que ce qu'on a dit, c'est évidemment intolérable, mais la question que je pose, elle va paraître bête, mais elle est simple. Est-ce que vous arrêtez un massacre par un autre massacre? On est maintenant en train de bombarder des femmes, des enfants, des civils en Libye. Il y a des morts parce que, contrairement à ce qu'on nous raconte, aucune guerre n'est propre. Il y a des morts civiles et ça me bouleverse parce que j'ai été en Yougoslavie pendant que l'OTAN bombardait. J'ai été en Irak après les bombardements. J'ai vu les conséquences épouvantables. Donc c'est les gens qui payent. Et la question qu'il faut se poser, si, à supposer qu'il y avait un massacre, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de l'arrêter autrement qu'en bombardant? Vous savez, toute l'Amérique latine a proposé de faire une médiation avec la Ligue arabe qui était d'accord, avec l'Union africaine qui était d'accord, et d'essayer de s'interposer entre les deux parties pour que les civils ne soient plus en danger. C'était quand même une bonne solution, il fallait quand même essayer ça. Pourquoi pensez-vous que cette médiation... Je me demande, mais pourquoi? Dans quel intérêt? Oui, Monsieur Collant, pourquoi pensez-vous que cette médiation n'a pas été faite? Les États-Unis, la France et le CNT, donc les insurgés, ont directement refusé. Et pourquoi, à votre avis? Kadhafi avait accepté, les autres ont refusé. À mon avis, parce qu'il y a des buts cachés qu'on ne nous dit pas. Vous savez, dans une guerre, on nous raconte que la guerre est humanitaire, mais ça, vous savez bien que si vous faites une guerre qui n'est pas juste, vous devez évidemment faire un peu de marketing et vous devez la vendre. Donc vous devez dire que c'est une guerre pour la démocratie, pour la paix, pour l'humanitaire, que sais-je. Mais je ferai appel à M. Henry Kissinger. Vous savez, c'était un très influent ministre aux États-Unis dans les années 70. Et c'est l'homme qui a fait assassiner Allende pour le remplacer par Pinochet. C'est l'homme qui a bombardé le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui a installé toute une série de dictatures partout dans le monde. Mais cet homme, donc, que je considère vraiment comme une des plus grandes, excusez-moi, crapules de l'histoire politique des 50 dernières années, il a dit une chose très profonde. Les grandes puissances n'ont pas de principes, seulement des intérêts. Et là, je pense qu'il nous disait la vérité pour une fois. Il est clair que c'est une guerre pour le pétrole, à cause des profits énormes que ça rapporte. Il est clair que c'est aussi une guerre parce que les États-Unis, tout simplement, ont peur avec ce qui se passe dans votre pays, ce qui se passe en Égypte. Pour l'instant, ils essayent de garder le contrôle. Mais imaginez que vous avez, à côté d'Israël, la Tunisie, l'Égypte et la Libye, qui est maintenant un régime qui n'est plus aligné sur les États-Unis ou Israël, un régime qui tout simplement applique la volonté des populations arabes, à savoir les droits des Palestiniens doivent être respectés et Israël doit cesser ses crimes et ses occupations. Et à ce moment-là, les États-Unis sont très inquiets parce que pour les États-Unis, le rôle d'Israël comme flic du Moyen-Orient, comme flic du pétrole, il est essentiel. Donc les États-Unis ont très peur que les pays arabes qui protégeaient Israël, comme l'Égypte et d'autres, que ces pays basculent et qu'ils respectent enfin la volonté de leur peuple. Donc, Monsieur Collant, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui disent que la contre-révolution a été lancée? Je pense qu'effectivement, interrompez-moi si je me trompe, il ne suffit pas pour changer un système injuste de mettre à la retraite un dictateur qui d'ailleurs de toute façon allait bientôt partir à la retraite pour raison de santé. Donc si en plus les États-Unis et la France essayent de remplacer ce dictateur par son numéro 2 et la même chose en Égypte, j'ai beaucoup de doutes sur leur sincérité que tout d'un coup ils seraient là pour la démocratie. Je pense qu'on est en train effectivement dans des pays comme le vôtre d'essayer de changer un petit peu pour que rien ne change. On est en train d'essayer quelques marionnettes pour que le fond du système reste. Et le fond du système, c'est quoi? C'est le fait que des multinationales se font beaucoup d'argent sur le dos de vos pays, empochent des très gros bénéfices qui repartent dans le Nord et laissent la pauvreté sur place. Je veux dire que ce soit les ressources naturelles, le tourisme ou toutes les richesses du travail des populations,
elles ne sont pas partagées équitablement, elles ne profitent pas aux gens qui travaillent, aux gens qui ont les ressources, elles profitent à des multinationales étrangères. Et on a un très grand problème que les multinationales, ça je le dis clairement, elles ne font pas le bien de l'Afrique, du monde arabe, ni de l'Amérique latine, elles font le bien d'elles-mêmes, de leur propre portefeuille, et en fait, elles empêchent un développement économique et social. Et je pense qu'une véritable démocratie que je souhaite, mais qui est encore à arracher et à construire, en Tunisie, en Égypte et partout, je pense qu'une véritable démocratie, elle doit s'accompagner d'une justice sociale. Il faut qu'il y ait des salaires corrects, il faut qu'il y ait des possibilités de travail pour tous les Tunisiens, toutes les Tunisiennes, tous les Arabes. Il faut que on cesse d'avoir un système où les multinationales essaient de faire travailler peu de gens pour le moins cher possible et empochent tous les profits. Monsieur Collant, certains Tunisiens s'étaient opposés à la présence de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton en Tunisie, ont manifesté aussi contre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors de sa présence en Tunisie. Ces personnes ont été critiquées par une autre partie de la population tunisienne qui disait que la Tunisie, justement, que l'économie tunisienne a besoin de l'Occident pour sortir de la crise. Pour vous, quelle serait l'alternative? Eh bien, quand on dit l'économie tunisienne a besoin de l'Occident, je pense, avec tout le respect, qu'on reste encore dans un système colonial où le Sud dépend du Nord et ne peut pas prendre ses propres décisions et ses propres orientations. J'ai beaucoup étudié ce qui se passe en Amérique latine, dans des pays comme la Bolivie avec Evo Morales, et le Venezuela avec Chavez, dont on dit beaucoup de mal pour le moment, mais sans vraiment connaître le dossier. Et je peux vous dire, pour avoir été là, avoir discuté avec beaucoup de latinos, qu'en fait, ce qui se passe en Amérique latine, c'est enthousiasmant sur deux plans. D'abord, il y a une vraie démocratie, et on n'a pas le choix entre une dictature plus ou moins militaire ou une fausse démocratie noyautée par l'argent, où les gens peuvent juste voter tous les 4 ans, mais après ils n'ont rien à dire sur les vraies décisions. En Amérique latine, on est en train d'essayer de créer une vraie démocratie participative, avec des débats politiques, avec un contrôle des gens sur les élus. Par exemple, au Venezuela, si le président, votre maire ou un gouverneur de province ne remplit pas son mandat ou qui perd la confiance de ses électeurs, eh bien on peut, après 1 an ou 2, décider, voilà, référendum, on vote et on dégage et on le remplace par un meilleur. Donc il y a ça. Et deuxièmement, en Amérique latine, vous aviez, avant les présidents comme Chavez et Evo Morales, vous aviez 44% de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et la plupart des autres vivaient déjà pas très bien non plus. Alors que ce continent, regorge de richesses, le pétrole, le gaz, l'Amazonie, l'eau, tout ça, et ça ne profitait qu'aux multinationales et à l'étranger. Ce que Chavez, Evo et les autres ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, maintenant, c'est fini, nos richesses doivent servir à supprimer notre pauvreté, on change les règles du jeu avec les multinationales, si elles acceptent, qu'elles payent des taxes, qu'elles nous laissent prendre les grandes décisions qui nous intéressent, ok, elles sont les bienvenues, et en fait, il n'y a aucune multinationale qui a quitté l'Amérique latine, mais maintenant, les Vénézuéliens, les Boliviens, ils ont droit à l'éducation pour tout le monde, ils ont des soins de santé pour tout le monde avant que c'était gratuit et de qualité alors qu'avant c'était pas le cas, et ils ont vraiment un espoir, ils ont vraiment une espérance que leur vie va pouvoir changer parce qu'il y a une démocratie avec une justice sociale. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin dans le monde arabe et en Afrique. Justement, en parlant du monde arabe, tout le monde est d'accord qu'il se passe énormément de choses aujourd'hui. Certains parlent d'un nouvel ordre mondial. Selon vous, quel serait le scénario le plus optimiste et le scénario le plus pessimiste ? Vous voulez dire le nouvel ordre mondial. Je pense qu'effectivement, le monde est en plein bouleversement. Les rapports de force internationaux ont changé et c'est à la fois plein de perspectives passionnantes et à la fois plein de dangers. Le monde a changé parce que les États-Unis, qui étaient les maîtres du monde avec une économie très forte, qui pouvaient aller faire la guerre partout, sont une économie en déclin, en crise profonde, avec un État qui est tellement endetté qu'il est virtuellement en faillite. Et en fait, les États-Unis n'arrivent à gagner aucune guerre. En Irak, en Afghanistan, via les Israéliens au Liban,
ils perdent toutes les guerres, les États-Unis. Donc, je pense qu'il est temps de se rendre compte, excusez-moi, que le roi est tout nu, qu'il n'est pas du tout aussi fort que ce qu'on croyait, et qu'il est temps pour l'humanité de se libérer de ce gendarme mondial qui fait tellement de tort à tout le monde. Alors, c'est lié au fait que justement, il y a un renforcement de l'Amérique latine, avec le Venezuela, le Brésil, des pays qui essaient de prendre leur sort en main, avec bien entendu la Chine, qui a quand même réussi un exploit extraordinaire de nourrir plus d'1 milliard de gens et de sortir de la pauvreté, alors que je rappelle que selon les propres statistiques de l'ONU et de la Banque mondiale, il y a plus de pauvres aujourd'hui en Afrique qu'il y a 10 ou 15 ans, alors qu'on nous a proclamé les objectifs du millénaire, on va mettre fin à la pauvreté, blablabla. Il y a maintenant plus de pauvres dans l'Afrique qui est, on le sait, dirigée par des dictatures made in France. Et donc la Chine, elle échappe à ça. Et vous avez en fait toute une relation internationale qui a changé. Les rapports de force ont changé. Et ce que les États-Unis veulent faire, et l'Europe aussi, c'est empêcher le monde arabe de devenir libre, indépendant et de s'unir. Vous savez comme moi que les peuples arabes, ils aspirent à leur unité. Ils aspirent que le pétrole et les autres richesses servent à mettre fin à la pauvreté et à créer un vrai développement. Eh bien ça, il doit être dit très clairement que c'est ça que les États-Unis et l'Europe veulent empêcher. Vous avez énormément de jeunes dans le monde arabe qui ne trouvent pas de travail maintenant. Il va y en avoir de plus en plus. Dans 5 ou 10 ans, il va en arriver encore plein sur le marché du travail. Et avec le système des multinationales qui emploient, comme je le disais tout à l'heure, peu de gens pour pas beaucoup d'argent, ben on ne crée pas une vraie économie, un marché intérieur, on ne satisfait pas les besoins de ces pays. Et donc, on n'aura pas un vrai développement. Et c'est ça. Les États-Unis et l'Europe veulent garder des pays comme la Tunisie, l'Égypte et les pays pétroliers dans un état, en fait, on peut dire, de néocolonialisme. C'est ça le fond du problème, les rapports nord-sud aujourd'hui. D'accord. Donc par rapport, je rappelle que on a au bout du fil Monsieur Michel Colland, journaliste belge. Je rappelle aussi que vous êtes contre l'intervention internationale en Libye. Que pensez-vous, comment interprétez-vous l'abstention de 2 pays comme la Russie et la Chine par rapport à cette intervention? Il y a une première chose qu'il faut dire clairement, c'est que cette intervention est illégale, comme toutes les guerres d'ingérence et d'agression. La charte de l'ONU dit en son article 2 « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. » Je sais qu'une guerre civile, c'est grave, c'est dommage, et on aurait envie d'intervenir parfois. Mais les États-Unis et la France n'interviennent pas pour sauver des Arabes. En fait, ils interviennent pour protéger leurs intérêts. Vous savez, on aimerait bien d'y croire à la guerre humanitaire, mais alors il faudra que vous m'expliquiez pourquoi les États-Unis prétendent qu'ils veulent sauver des Arabes en Libye et ils aident Israël à les massacrer en Palestine. Ou bien au Bahreïn, tout le monde a vu ça quand même. Il y a des manifestants qui se font à main nue, qui se font tuer dans la rue tout le temps au Bahreïn, au Yémen aussi. Et que font les États-Unis? Ah, c'est eux qui ont envoyé en fait 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants. Donc c'est quoi ce 2 poids et 2 mesures? On aime bien les Arabes d'un côté et on les massacre de l'autre. C'est du n'importe quoi, évidemment. Donc je pense qu'il faut sortir de ce système où des pays qui se croient les maîtres du monde disent « Ah, on intervient là pour ingérence humanitaire ». Parce que si vous commencez à faire des ingérences partout, mais écoutez, pourquoi est-ce que la Russie, qui va vous dire c'est dégueulasse ce qui se passe au Bahreïn, pourquoi elle n'aurait pas le droit d'envahir le Bahreïn et de l'occuper? Ou la Chine de dire je n'accepte pas le Yémen, je fais aussi une ingérence humanitaire. Malheureusement, il faut aller... Bon, le monde va être un chaos complet si on fait ça. Et en plus, je voudrais rappeler que les interventions des États-Unis dans le monde, c'est une catastrophe après pour les peuples qu'ils prétendaient avoir libérés. Regardez un petit peu la situation en Irak maintenant ou en Afghanistan. Et là, je voudrais quand même rappeler qu'on a une hypocrisie monumentale. J'ai écouté votre invité précédent, Bernard-Henri Lévy, vous dire des choses qui ne sont pas exactes. Si vous allez sur Google et que vous vérifiez un petit peu les déclarations qu'il a faites, contrairement à ce qu'il vous dit, il a soutenu la guerre contre l'Afghanistan. Il a soutenu la guerre contre l'Irak et contre Saddam Hussein.
Je cite, vous trouvez ça sur Wikipédia, en 98 déjà, Massoud me confiait que Saddam Hussein était en possession d'armes chimiques et bactériologiques massives. Donc vous voyez, il avait fait le même coup sur la Yougoslavie. Chaque fois que les États-Unis veulent une guerre, M. BHL propose ses services, je ne sais pas dans quel intérêt, et il se fait le propagandiste de cette guerre. Moi, je voudrais que M. BHL ait un peu plus de réserve et de sens moral. Et là, il vient, dans ce que j'ai entendu, il vient de vous mentir quand il parlait de Gaza, n'est-ce pas? Oui. Il disait qu'il était contre. En fait, toujours sur Google, vous pouvez voir ses déclarations, il trouve qu'Israël a fait preuve de beaucoup de retenue, je cite, dans l'histoire de Gaza. Et il vous a dit que le problème, c'est parce qu'on tirait des pluies de roquettes depuis des mois. C'est un menteur, n'est-ce pas, Bernard-Henri Lévy? Et si ce monsieur a un jour le courage d'accepter un débat public, je le lui dirai en face. Ce que Bernard-Henri Lévy cache, c'est que Israël et ce qu'il fait, ces crimes qu'il commet contre les Palestiniens, ça n'a pas commencé il y a 40 ans, n'est-ce pas, comme il a essayé de vous le faire croire. Ça a commencé il y a 60 ans, avec la Nakba, dont on n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire qu'en 48, Israël a chassé les Palestiniens de leur maison, de leur village, en disant c'est Dieu qui nous a dit d'être ici et vous dehors. Et donc depuis, les Palestiniens vivent dans des conditions épouvantables. Et alors quand il parle des roquettes, c'est un menteur, hein, monsieur Bernard-Henri Lévy. Il dit qu'on envoie des roquettes sur la ville de Sderot. Mais il faudrait qu'il soit complet. Il faudrait qu'ils disent que la ville de Sderot, avant, c'était un village palestinien, qui s'appelait Nadir, je crois, ou Nagir, je ne sais plus, et qu'on en a chassé tous les habitants. Donc les types qui envoient des roquettes sur Sderot, je dis pas qu'ils font bien, mais il faudrait quand même qu'on dise au public qu'ils tirent sur une ville dont on a chassé leurs parents. Il faudrait quand même que Bernard-Henri Lévy cesse de soutenir tous les crimes d'Israël et reconnaisse que Israël comme dictature coloniale sur les Palestiniens, c'est injuste, ça doit cesser. Alors quand il aura fait ça, après je commencerai à écouter les bons conseils humanitaires qu'il nous donnent à propos de toutes sortes d'autres pays. Monsieur Collant, par rapport à la Tunisie, par rapport à la situation en Tunisie, justement sur l'émission à laquelle je faisais allusion au début de cette interview, vous disiez que les États-Unis et la France ont soutenu Ben Ali jusqu'en bas, enfin au pas de l'avion. Oui. Aujourd'hui, que pensez-vous de la situation en Tunisie? Que pensez-vous de l'avenir de la démocratie et de la transition démocratique en Tunisie? Écoutez, je ne vais pas faire des leçons sur un pays où je n'ai pas eu la possibilité d'aller récemment et j'aimerais bien avoir la possibilité prochainement d'y venir et d'écouter ce que les Tunisiens en pensent. Je vais juste parler de ce que je vois. Je crois que les intérêts des États-Unis et de l'Europe n'ont pas changé. Ils ont dû faire un grand recul tactique parce que le courage du peuple tunisien, le courage du peuple égyptien ont permis de démasquer et de se débarrasser de dictateurs corrompus qui volaient leur peuple avec la complicité des États-Unis. Il faut quand même rappeler que jusqu'à la dernière seconde, la ministre française de l'Intérieur a proposé d'envoyer ses flics pour taper sur les manifestants. Donc, je ne crois pas que tout d'un coup, ils ont été touchés par la grâce divine et qu'ils se disent maintenant, oui, il faut absolument soutenir la démocratie. Je pense en fait que la démocratie, ça leur fait peur. Vous savez, il y a eu des élections chez les Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Donc, ils aiment bien les élections tant qu'on vote pour des gens qui leur sont soumis et ils n'aiment pas les élections et la démocratie quand les gens prennent vraiment leur sort en main et commencent à dire bon, une économie injuste, on va la changer. Donc je pense qu'il faut cesser d'attendre, il faut cesser que l'Europe occidentale et même la gauche en Europe occidentale, hein, il faut être clair, il faut qu'elle abandonne ses illusions sur nos grandes puissances européennes et des États-Unis qui seraient soi-disant humanitaires et qui voudraient le bien des peuples. C'est du blabla. La réalité derrière tout ça, c'est que les multinationales se font une guerre impitoyable pour contrôler les richesses, les ressources, le travail des gens et pour accumuler des profits colossaux. Vous savez, la société Exxon, elle a réalisé l'an dernier ou l'année d'avant, 45 milliards de dollars de bénéfices. Vous imaginez, donc beaucoup plus que toute la production de beaucoup de pays dans le monde pendant un an, quoi. Donc, c'est pour protéger ses profits qu'on essaye
de maintenir soit des dictateurs, soit d'acheter des dirigeants soi-disant démocratiques pour que les injustices économiques et sociales continuent. Donc je pense que on est dans une période passionnante parce que après l'Amérique latine et j'espère avant l'Afrique, les peuples arabes se sont levés et ont dit maintenant ça suffit, et ça m'enthousiasme vraiment, et j'espère que ils vont pouvoir trouver les stratégies, trouver les forces, trouver l'unité entre peuples arabes aussi, pour enfin offrir un avenir vraiment digne à toute la génération qui arrive. Monsieur Michel Colomb, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Un grand plaisir. Merci. Au revoir.